chers confrères et consoeurs, honorable assistance, bonsoir. Alors j'ai l'honneur de clôturer cet événement scientifique en participant à cette journée. Alors je remercie par cette occasion tous les membres organisateurs pour l'événement, l'accueil, la réception, l'organisation, merci pour tout. Alors nous allons parler aujourd'hui des reconstitutions coronaradiculaires. C'est un sujet qu'on réalise pratiquement tous les jours en pratique quotidienne et nous allons mettre les points entre les corps et le tenant fibré. Alors, avant d'aborder le vif du sujet, il convient de faire un petit aperçu concernant la dent dépulpée. Alors, qu'est-ce qu'une dent dépulpée? En fait, c'est une dent qui a simplement perdu son parenchyme pulpaire et qui a été remplacée par un matériau d'obturation canalaire. Mais cette dent peut toujours persister sur l'arcade et participer à la fonction grâce à son parodonte. Avant, on disait que la dent dépulpée est une dent desséchée, déshydratée et donc fragile, mais aucune étude n'a démontré cette hypothèse. Plutôt, la fragilité de la dent est en rapport avec sa perte de substance. Comme vous le remarquez sur cet histogramme, la perte de résistance de la dent, la perte de résistance de la dent est proportionnelle à la perte de substance, allant de la simple cavité occlusale sur la prémolaire jusqu'à la perte des crêtes marginales. Il est de même pour la dent antérieure. Donc en réalité, la fragilité de la dent est en rapport avec la topographie de la perte de substance et son importance, particulièrement lorsque nous avons une perte de ce qu'on appelle les ponts architecturaux de la dent, représentés par les crêtes marginales au niveau des dents postérieures et les singuliers pour les dents antérieures. D'ailleurs, même en prothèse conjointe, l'indication d'un ancrage coronaire périphérique ne tient jamais compte de la vitalité pulpaire. Ce n'est pas parce que la dent est dévitalisée, nous allons la couronner, mais plutôt il prend en considération la perte de substance dentaire. Cette perte de substance, lorsqu'elle dépasse les 75%, l'indication de l'ancrage se pose. Maintenant, la particularité de la dent dépulpée, c'est qu'en plus de la perte de substance initiale qui est provoquée par carie ou traumatisme, nous avons cette cavité d'accès qui laisse souvent des parois latérales fragiles, incapables d'assurer la valeur mécanique du pilier prothétique. Et donc, nous faisons appel à un complément de rétention qui est l'ancrage radiculaire pour assurer cette rétention. Alors, qu'est-ce qu'une reconstitution coronaradiculaire? C'est comme son nom l'indique. C'est une restauration à la fois de la partie coronaire et radiculaire de la dent. Elle se compose, si vous voulez, de deux parties. Une partie coronaire destinée à compenser le déficit en perte de substance et une partie radiculaire destinée à assurer l'ancrage. Il faut savoir que toutes les études et les publications qui ont été faites ont démontré que le tenant ne renforce jamais la racine, mais plutôt la fragilise. Il renforce la restauration, oui, mais il fragilise la racine. C'est pourquoi l'indication de l'ancrage radiculaire doit être bien posée. Alors, quelles sont ces indications? Première indication, à chaque fois que la perte de substance est importante, laissant une substance résiduelle ne pouvant pas assurer un pilier d'une restauration. Comme vous le remarquez sur les photos, le tissu résiduel ne permet pas de supporter une restauration. Deuxième indication, à chaque fois qu'il est nécessaire de paralléliser plusieurs piliers dans le cas d'une restauration plurale. Et enfin, à chaque fois qu'il est nécessaire de corriger la position d'un pilier. L'exemple classique qui est donné là, c'est la perte prématurée de la 6. La 7, elle a subi des déplacements dentaires par égression mésioversion. Afin de rétablir le plan d'occlusion et les courbes occlusales par réhabilitation conjointe, on sera amené à faire une décortication inhomogène au niveau de la 7 et la dévitalisation et le recours à un ancrage radiculaire sont par la suite inévitables. Alors maintenant, quels sont les principes auxquels doit répondre une restauration coronaradiculaire? Première règle, il convient toujours de garder un minimum de 5 mm d'obturation canalaire afin de préserver l'étanchéité apicale. Ensuite, le diamètre de la dentine péricanalaire doit être toujours supérieur au minimum de 2 mm pour assurer la rigidité de la racine à restaurer. Le diamètre du tenant ne doit pas dépasser le tiers du diamètre de la racine. Et enfin, la longueur du logement canalaire doit être supérieure à la longueur de la dent à restaurer. Un deuxième principe à prendre en considération, c'est the ferrule effect.
Alors, férule, c'est un mot en anglais qui est traduit en français par virole. Si nous prenons le dictionnaire, la définition de la virole d'un couteau, c'est quoi? C'est cette bande métallique qui vient enrober le manche et qui protège le manche de la partie active de la lame. Appliquons ça sur la restauration dentaire. La férule ou le cerclage, c'est cet anneau circonférentiel de la dentine saine qui se trouve centré par la limite cervicale. Pourquoi cet effet férule est très important? Parce que ça constitue la première barrière qui va amortir la contrainte lors des charges fonctionnelles. Sachant que la charge se concentre au niveau cervical, donc la présence de ce mur va amortir la contrainte et diminuer la charge subie par la racine. Alors maintenant, comment faire une restauration coronoradiculaire? Il faut savoir qu'il existe deux types de reconstitution. Alors la reconstitution dite foulée, c'est une restauration qui est faite directement en bouche, instantanément sur fauteuil. L'appellation correcte, c'est la restauration avec un matériau inséré en face plastique. C'est le concept de la RMIPP, initiale de restauration avec un matériau inséré en face plastique. Le deuxième type, c'est la restauration coulée. C'est une restauration indirecte. Elle fait appel à une étape de laboratoire pour la coulée d'une pièce métallique qu'on appelle l'inlécor. Alors, commençons d'abord par les RMIPP. Alors, la RMIPP, c'est quoi? C'est un tenon fibré qui est enrobé d'un composite de collage qui va assurer l'adhésion du tenon et la résistance de la reconstitution. Ce type de reconstitution présente deux principaux avantages. Alors, le premier avantage, c'est l'économie tissulaire. Cette économie tissulaire est aussi bien au niveau coronaire qu'au niveau radiculaire. Au niveau coronaire, en présence d'une contre-dépouille, nous pouvons la laisser. On n'est pas obligé de mettre de dépouille la préparation parce que l'adhésion ici est purement chimique. Et au niveau radiculaire, une exploitation minimale de 5 à 7 mm est largement suffisante. Pourquoi? Parce que ce qui a été démontré, c'est que la qualité du collage et de l'adhésion est meilleure au niveau du tiers cervical de la dentine radiculaire. Ce n'est pas la peine d'aller au-delà, on va fragiliser la racine et la rétention, elle devient mécanique. Aussi, lorsqu'on concentre la charge, lorsqu'on se limite à ce type de préparation, on va concentrer la charge au niveau cervical et on va faire participer notre férule à la résistance de la dent et donc prolonger la longévité de la racine. Le deuxième avantage, c'est le module d'élasticité des tenons fibrés et des composites de collage. Alors, ils ont un module d'élasticité proche de celui de la dentine. On est à peu près dans les 50, entre les 25 et 50 mégapascales. Donc, ce module d'élasticité qui est proche de la dentine va amortir davantage les contraintes et diminuer la charge sur la racine. Alors, passons au temps clinique. Donc, le collage, qui dit collage, dit isolation, d'où la nécessité de la mise en place d'un champ opératoire. Ensuite intervient la désobturation canalaire. Nous commençons dans un premier temps par des forêts de Gates pour l'entrée canalaire. Ensuite, nous utilisons des forêts largaux de diamètre croissant. Un contrôle radiologique est indispensable afin de vérifier la longueur des deux obturations et la trajectoire canalaire. La préparation est finie par des forêts de mise en forme qui sont calibrées et qui vont faciliter par la suite le choix du tenon fibré. Alors la mise en forme canalaire doit se faire sous irrigation pour éviter tout échauffement de la dentine radiculaire. Une fois le logement canalaire est désobturé, nous passons à un nettoyage physico-chimique. Le nettoyage physique est complété par des fraises boules Lancôme et des inserts ultrasoniques cylindroconiques. Un sablage à l'alumine à 50 micros est souhaitable pour améliorer la qualité de l'adhésion. Ensuite, l'action chimique est obtenue par un rinçage abondant à l'EDTA, tamponné par la suite par l'eau oxygénée, ou bien un rinçage à la chlorhexidine. Maintenant, donc, le tenon fibré sera par la suite choisi. Donc la longueur du tenon sera déterminée en fonction de la longueur radiculaire préparée et la hauteur du pilier à reconstituer. Elle est coupée en moyenne d'un disque. Ensuite, ce tenon sera trempé dans l'eau et va subir un traitement chimique. D'abord, l'application du silane qui est un agent de couplage qui va favoriser l'adhésion au composite de collage. Ensuite, une couche d'adhésif sera appliquée.
Alors, le substrat dentaire, quant à lui, subit un conditionnement par mordant-sage acide suivi d'un rinçage abondant. Il faut se débarrasser de toute trace d'acidité résiduelle qui risque de compromettre le collage. Ensuite, le système adhésif est appliqué. Par la suite, on fait une photopolymérisation. Et enfin, le composite de collage est injecté, suivi de la mise en place du tenant. Alors, pour le choix du composite du collage, il faut utiliser un composite micro-hybride, fluide, de prise duale et de teinte dentine. Maintenant, pour la reconstitution du moignon, nous pouvons avoir recours à des moules qui seront ajustés en fonction de la hauteur prothétique souhaitée, ou bien donc sculpter le moignon à main levée avec un composite compactable. Le champ opératoire est par la suite enlevé, le moignon est taillé pour passer aux suites prothétiques. Maintenant, le deuxième type de reconstitution coronoradiculaire, c'est l'inlécor. Nous avons dit qu'il s'agit d'une pièce métallique coulée au laboratoire. Alors ici, l'exploitation des 2/3 de la racine est indispensable parce que l'ancrage est purement mécanique. Aussi, au niveau de la préparation, il faut se débarrasser de toutes les zones de contre-dépouille afin de faciliter l'insertion et la désinsertion de la pièce prothétique. Alors, en plus des indications, maintenant, pour ce qui est du module d'élasticité sur le plan biomécanique, les alliages avec lesquels l'inécor est réalisé ont un module d'élasticité pratiquement 10 fois supérieur à celui de la dentine. Donc, c'est des tenons qui sont très rigides. Cette rigidité sera transmise à la racine et elle va concentrer la charge au niveau apical. Raison pour laquelle certaines recommandations ont été données afin de diminuer cette contrainte. Alors, les recommandations sont les suivantes. Il convient d'exploiter le maximum d'anatomie radiculaire, surtout au niveau des planchers des plurés radiculés. Il faut opter pour un mode d'assemblage particulier qui est le scellement adhésif ou à défaut le collage, parce que la résine qui est contenue dans le ciment modifié par adjonction de résine va amortir cette contrainte et diminuer la charge sur la racine. Le tenant doit être toujours passif, l'insertion et la désinsertion doivent être aisées. Il ne faut pas qu'il y ait une contrainte sur la racine. Et enfin, toujours exploiter un seul canal. Ne pas avoir recours à un canal secondaire ou à une clavette. Maintenant, pour les indications, en plus des indications qui ont été posées pour les deux types d'ancrage, l'inécor se trouve principalement indiqué à chaque fois que la perte de substance est importante, laissant des limites cervicales intrasulculaires ou juxtagingivales, et à chaque fois aussi que la dent subit des sollicitations fonctionnelles importantes ou lorsque la dent va servir de support à une prothèse partielle amovible. Passons à la procédure clinique. Alors, la désobturation et la mise en confort canalaire suivent pratiquement le même protocole que pour les RMIPP. La particularité ici, c'est qu'il faut réaliser un évasement de l'avant-trou au moyen d'une fraise olive. Cet évasement a pour but de créer ce cône de raccordement. C'est le passage, c'est la transition entre la partie métallique intracanalaire et le pilier. Et ça va renforcer la pièce prothétique. Alors ensuite, l'empreinte des préparations doit être prise. L'empreinte peut être prise par technique directe ou indirecte. Alors, commençons par la technique indirecte. Nous allons utiliser des tenons anatomiques et des tenons calibrés. Là, au niveau des canines, nous avons utilisé des tenons anatomiques standards avec injection d'un matériau, d'un silicone basse viscosité. Et au niveau des incisives, nous avons utilisé des tenons calibrés qui ont été choisis en fonction du dernier fourré de mise en forme. Alors, au niveau de l'empreinte, vous remarquez ici que le tenant anatomique il a été complètement enrobé avec le matériau basse viscosité, alors que les tenants calibrés ajustés, donc ils sont là ajustés, mais le matériau basse viscosité, on le retrouve uniquement au niveau du tiers cervical, là où nous avons réalisé l'évasement. Alors, l'empreinte est envoyée au laboratoire pour la coulée des pièces métalliques. Donc, une fois la pièce récupérée, elle est désinfectée, insérée en bouche. Vérifier l'adaptation aussi bien du côté vestibulaire et lingual. Un contrôle radiologique est aussi souhaitable et les suites prothétiques peuvent être abordées. Alors, la technique indirecte
par contre, quant à elle, elle consiste à sculpter sur place le moignon au moyen d'un tenant calcinable et une résine calcinable. Donc la sculpture recommence par le logement radiculaire après l'avoir vaseliné. Ensuite, le moignon sera sculpté à main levée. La désinsertion et l'insertion de la pièce doivent être aisées. L'avantage de cette technique, c'est que toutes les retouches nécessaires peuvent être effectuées à ce stade. C'est-à-dire faire une pré-taille déjà à mon pilier. Et quand je l'envoie au laboratoire, je récupère la pièce prête. Voilà le résultat. Donc, l'inécor sculpté, sa réplique en alliage et après coulé, il sera scellé adhésivement au niveau du logement. Un dernier mot concernant l'inécor métallique, il viendra probablement le jour où le métal sera supprimé de la cavité buccale. Alors l'alternative qui est proposée à l'inécor métallique, c'est des inécors en fibre de verre ou des inécors en pic. Alors les deux types nécessitent une acquisition numérique. Soit c'est une empreinte physique qui sera scannée, soit c'est un scanner intraoral dont la profondeur du champ dépasse les 30 mm, ou bien en utilisant des scans post qui sont répertoriés dans la bibliothèque du logiciel. La pièce donc, est obtenue après modélisation sur ordinateur, usinage à partir d'un disque ou des lingots. Alors, si nous faisons un petit récapitulatif concernant ces deux types d'ancrage, nous pouvons dire que sur le plan biomécanique, les RMI-PP ont un module d'élasticité proche de celui de la dentine, donc ils permettent un amortissement des contraintes, contrairement aux inlécors qui sont rigides et solides. Cette rigidité doit être tamponnée, si vous voulez, par un scellement adhésif. La résine qui est contenue dans le scellement adhésif permet d'amortir la contrainte. Et qui dit scellement adhésif, nous n'avons pas besoin de la mise en place d'un champ opératoire et nous pouvons travailler sur des limites cervicales intracirculaires, contrairement aux RMI-PP qui nécessitent un collage, mise en place d'un champ opératoire et des limites supragingivales. Sur le plan biomécanique, les inlécors supportent des contraintes occlusales importantes, non axiales par rapport à la dent, contrairement aux RMI-PP où la contrainte doit être faible. Et sur le plan esthétique, le rendu esthétique de la RMI-PP permet d'utiliser n'importe quel type de matériaux de restauration, y compris les matériaux translucides, à savoir la vitrocéramique et les céramiques hybrides. Par contre, les inlécors, il est difficile de masquer le métal, même avec les inlécors céramisés. Le fait d'appliquer une couche d'opaquaire sur le métal. Donc, vaut mieux aller vers des bases opaques, telles que la zircone ou le métal, et éviter les céramiques translucides, telles que la vitrocéramique ou les céramiques hybrides. Alors, nous finissons par quelques points qui ont été tirés d'une publication faite en 2021 à l'issue d'une méta-analyse. Alors, ce qui a été retenu, c'est que il n'y a pas de supériorité des reconstitutions avec tenant fibré ou inlécor en termes de complications ou d'échecs, ou même pour la position de la dent antérieure ou postérieure. Les deux types sont fiables pour la reconstitution de la dent. Les conditions locales et individuelles influencent le comportement de la restauration qui est en jeu. Et toujours le choix, il est établi par le médecin dentiste qui prend en considération les caractéristiques individuelles du patient, tout en visant toujours la pérennité. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que l'on soit dans le direct ou l'indirect, le classique ou le numérique, le but commun de ce type de restauration est de conserver, restaurer et donner une dernière chance à cette dent avant de passer au dernier recours qui est l'extraction et l'implantation. Et sur ce, je vous remercie.